sommes très contents de vous retrouver aujourd'hui et si nombreux puisque vous êtes près de 300 à nous suivre. Et pour nous, c'est un peu une première puisque ce webinaire est organisé en partenariat avec Business France, la Direction Générale du Trésor et la Douane. Donc, nous appelons à votre bienveillance. Alors, sur le programme, nous allons passer 1 heure ensemble. Vous allez avoir tout d'abord 4 interventions, comme vous pouvez le voir sur le diaporama. Donc, les opportunités économiques du CETA, qui vous sera présenté par Clarisse Senaya de la Direction Générale du Trésor. L'exportateur enregistré avec le système REX pour bénéficier des avantages commerciaux présentés par la douane. Ensuite, nous aurons la chance d'avoir une intervention sur le marché canadien avec en direct de Toronto Omar Jean-Jua qui représentera Business France Amérique du Nord. Et enfin, une présentation sur les avantages réglementaires pour les entreprises françaises de Inès Alonso de Business France. Donc par la suite, il y aura un temps assez important d'échange. Vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat qui est dédié et sur lequel vous pouvez vraiment vous exprimer. Donc je crois que ça fonctionne. On n'a a priori pas besoin de faire de test. Et je vais maintenant tout de suite passer la parole à ma collègue Clarisse Senaya de la Direction Générale du Trésor. Bon webinaire à tous et à tout à l'heure. Bonjour à tous. Donc, je suis Clarisse Senaya de la Direction Générale du Trésor, comme l'a indiqué Mélanie, et je vais vous présenter le contenu et les opportunités économiques de cet accord commercial entre l'Union européenne et le Canada. Alors, tout d'abord, un mot de cadrage pour vous dire que cet accord est en application depuis le 21 septembre dernier, après sa signature le 30 octobre 2016. Cette application est dite provisoire, mais elle porte sur l'ensemble des dispositions commerciales contenues dans cet accord, c'est-à-dire tout ce qui est lié au démantèlement tarifaire, aspect qui vous intéresse en premier lieu, et puis tout ce qui concerne les dispositions relatives à la protection des investissements sont exclus et rentreront en vigueur quand tous les États membres de l'Union européenne auront achevé les procédures de ratification. Alors, je passe sur ce slide qui fait l'historique de la négociation pour entrer dans le vif du sujet. Alors, sur le volet industriel, l'aspect important de cet accord est que la quasi-totalité des lignes relatives aux droits de douane liés aux produits industriels sont levées. Donc, les chiffres sont indiqués, 99,6% côté canadien, 99,4% côté Union européenne. Et l'objectif est qu'à terme, 100% des droits de douane sur ces produits industriels soient levés. Il y a quelques petites exceptions. En tout cas, il y a un calendrier de démantèlement tarifaire qui a été négocié qui permet de protéger les produits automobiles ou les navires. Et ce qui est intéressant, c'est de faire la comparaison entre les droits de douane avant le CETA et après. Par exemple, dans le secteur parfums et cosmétiques, les droits de douane côté canadien étaient d'un niveau de 6,5%. Et bien maintenant, ils sont levés. Donc c'est une avancée significative étant donné l'importance de ce secteur pour la France. Ensuite, sur le volet agricole, c'est pareil. On a une levée très significative des droits de douane dès l'application de l'accord depuis le mois de septembre. Plus précisément, du côté de l'Union européenne, 93,8% des droits de douane sont levés et côté canadien, 91,7% des droits de douane. Sur les produits sensibles, des quotas ont été mis en place, par exemple pour les fromages et du côté de l'UE pour la viande de bœuf et le porc. Aspect très important, la protection des indications géographiques. Comme vous le savez, il s'agit de protéger des savoir-faire, des produits issus d'un terroir. Et c'est une méthode qui n'est pas forcément
voilà, reconnu du côté de l'Amérique du Nord. Et donc, dans cet accord avec le Canada, la France a obtenu la protection de 42 indications géographiques agroalimentaires françaises, notamment des fromages. Et ça, c'est un aspect très important. Ensuite, autre aspect important pour lequel la France a œuvré activement dans la négociation, il s'agit des marchés publics. Dans l'accord CETA, le Canada ouvre de l'ordre de 70 milliards de dollars canadiens les marchés publics, ce qui est inédit puisque c'est la première fois qu'au niveau fédéral, au niveau provincial, au niveau du secteur hospitalier, que les entités seront ouvertes dans un accord commercial. Ensuite, il y a également des aspects liés à la transparence, puisque le Canada doit mettre en place un site web qui permettra d'avoir accès aux appels d'offres. Sur les services et l'investissement, l'accord aussi offre des opportunités. Je mettrai l'accent sur aussi les reconnaissances de qualifications professionnelles, puisque l'accord met en place un cadre qui permettra aux ordres professionnels de se concerter et de parvenir à des reconnaissances mutuelles. Par exemple, pour les architectes, la négociation entre les ordres professionnels est bien avancée. J'avance. Ensuite, un point important, et c'est une remontée qu'on a des entreprises, il s'agit de l'admission et du séjour temporaire des personnes physiques à des fins professionnelles. Le CETA apporte des avancées puisque depuis le 21 septembre 2017, chacune des parties, donc l'UE et le Canada, doivent autoriser les déplacements professionnels des personnes physiques sur chacun des territoires. Et donc, il y a des durées qui ont été définies dans l'accord. Par exemple, c'est cité dans le slide, pour les voyageurs d'affaires, pour une durée de 3 mois, le déplacement doit être autorisé. Et également pour le transfert de certains personnels clés, donc des cadres supérieurs, des experts, des investisseurs, des stagiaires. Ce sera facilité grâce à cet accord. Ensuite, la coopération réglementaire, il s'agit d'un point qui pourra bénéficier tout particulièrement aux PME, puisque l'idée, avec cette coopération réglementaire volontaire qui est mise en place par l'accord, est de réduire les écarts réglementaires et d'éviter aux entreprises de dupliquer les démarches pour obtenir les autorisations de commercialisation de leurs produits. Dans les slides, vous voyez qu'on parle du secteur de la mécanique, qui est un débouché important pour les entreprises françaises au Canada. Eh bien, c'est un secteur dans lequel il pourra y avoir de la coopération réglementaire. Alors, ensuite, j'avance un peu. Voilà. Alors, rapidement sur la protection des investissements, je l'ai évoqué, c'est exclu du cadre de l'application provisoire, mais pour autant, c'est un modèle novateur on passe d'un arbitrage privé à un mécanisme juridictionnel de règlement des litiges avec la mise en place de juges. Et donc, c'est une avancée que l'Union européenne défend dans ses négociations commerciales. Il y a un point aussi sur lequel je souhaiterais conclure, c'est le développement durable, puisqu'aujourd'hui, comme vous le savez, c'est le sommet du 12 décembre sur le climat qui est organisé qui a été souhaité par le président de la République. Eh bien, le CETA contient 3 chapitres sur le développement durable et permettra justement d'accentuer la coopération UE-Canada et France-Canada sur ces sujets de développement durable qui sont une priorité politique pour la France. Donc je vais laisser la place à ma collègue de la Direction générale des douanes. Merci. Bonjour, je suis Aurélie Cagnos-Cassan, donc je travaille au siège de la Direction générale des douanes et droits indirects à Montreuil et je suis spécialiste de la réglementation douanière relative à l'origine des marchandises. Donc au sein de mon équipe, nous sommes notamment experts sur le volet origine des accords de libre-échange.
Donc, à titre liminaire, je voulais faire un bref rappel sur le lien existant entre préférence tarifaire et origine, parce que c'est en fonction de son origine, déterminée selon les règles qui sont prévues au protocole origine de l'accord de libre-échange, qu'une marchandise exportée d'un des pays parties à l'accord va pouvoir bénéficier d'une préférence tarifaire au moment de son dédouanement à l'importation dans notre pays partenaire de l'accord. Voilà, on parle donc d'origine préférentielle d'une des deux parties à l'accord. Voilà, donc excusez-moi, je ne suis pas très au fait du fonctionnement du webinaire. Voilà, merci. Voilà, ce que je voulais indiquer ici, c'est que le démantèlement tarifaire est toujours progressif quand un accord de libre-échange entre en application. Alors, comme le disait Clarisse, s'agissant du CETA, c'est un peu particulier. Il y a beaucoup de droits de douane qui ont été levés très significativement. Mais pour vérifier si votre marchandise bénéficie bien d'une préférence tarifaire à l'importation au Canada, vous pouvez vous rendre sur le site de la Commission européenne Market Access Database, qui vous donnera des renseignements sur le taux de droit de douane erga omnes, ainsi que sur le taux de droit de douane préférentiel applicable. Dans l'Union européenne, vous pouvez aussi connaître les droits de douane qui s'appliquent. Alors, il vous suffit de consulter le téléservice RITA, qui est accessible via le portail ProDouane, ou bien le site de la Commission européenne Trade Helpdesk. Voilà, donc j'en reviens à mon sujet aujourd'hui, qui est donc la preuve de l'origine dans le cadre du CETA. Donc, la particularité du CETA est d'offrir une simplification s'agissant des conditions qu'il faut respecter pour pouvoir émettre une preuve de l'origine. C'est-à-dire que c'est le système REX, le système de l'exportateur enregistré, qui va s'appliquer aux exportateurs de l'Union européenne. Donc, la preuve de l'origine, dans le cadre du CETA, elle est prévue à l'article 18.1 du protocole origine. Et donc, cette preuve de l'origine, c'est la déclaration d'origine. Donc, il faut bien avoir à l'esprit que dans le cadre du CETA, on ne va pas retrouver de certificat d'origine préférentielle tels que les EUR1, ni de statut d'exportateur agréé. En fait, on va avoir cette preuve qui est la déclaration d'origine, cette unique preuve. Et donc, c'est donc un principe d'autocertification qui a été retenu, c'est-à-dire que l'opérateur va émettre lui-même sa preuve de l'origine en apposant une mention formelle sur son document commercial, c'est-à-dire le document commercial qui va être utilisé pour l'exportation de ces marchandises. Donc, ce document commercial, en général, ça va être une facture, mais il se peut aussi que l'opérateur utilise un bon de livraison. En revanche, on ne peut pas utiliser de document de transport parce qu'il faut que le document commercial soit à l'entête de l'opérateur qui va émettre la déclaration d'origine. Donc, cette mention formelle, vous le voyez à l'écran, elle est prévue à l'annexe 2 du protocole origine du CETA. Voilà, donc pour pouvoir émettre cette déclaration d'origine au sein de l'Union européenne, les exportateurs doivent être enregistrés dans REX dès lors que la valeur de l'envoi est supérieure à 6 000 €. En deçà de 6 000 €, tout exportateur peut émettre une déclaration d'origine sans avoir à être enregistré dans REX. Donc, les dispositions relatives au système REX sont prévues à l'article 68 du règlement d'exécution du Code des douanes de l'Union. Voilà, donc le système REX, qu'il faut savoir dessus, c'est que c'est un système qui a été créé par la Commission européenne et qui a été ensuite décliné au niveau de chaque État membre. En France, on a fait le choix d'intégrer les dispositions REX dans notre téléservice douanier Soprano. Voilà.
Donc, ce qu'il faut savoir aussi sur REX, c'est que le système a été déployé au départ le 1er janvier 2017 dans le cadre du système des préférences généralisées, le SPG. Donc, il s'agit d'une concession unilatérale accordée par l'Union européenne à des pays en développement. Et donc, ces pays en développement utilisent le système REX pour l'émission de leur preuve de l'origine à destination de l'Union européenne. Donc, s'agissant des exportateurs de l'UE, le système REX ne concernait que des exportateurs qui faisaient du cumul bilatéral avec des pays en développement ou qui fractionnaient leur envoi au sein de l'Union européenne. Mais maintenant, le système REX, avec l'entrée en application du CETA, s'applique aussi dans le cadre de l'accord Canada. Et c'est à l'heure actuelle le seul accord de libre-échange qui prévoit l'utilisation du système REX. Pour l'instant, les autres accords prévoient toujours le système de l'exportateur agréé et un système de certificat EUR1. Désolée pour une petite coupure. Voilà, donc concrètement, je vais vous expliquer comment vous pouvez vous enregistrer dans REX. Alors, c'est très simple. Il y a 2 conditions préalables à respecter. Tout d'abord, il faut être titulaire d'un numéro EORI. Donc, le numéro EORI, c'est un numéro d'identifiant douanier européen. Donc, ce numéro est composé du SIRET précédé de FR. Et il peut être délivré par votre bureau de douane ou votre pôle action économique en direction régionale. La seconde condition à respecter, c'est d'être inscrit sur ProDouane, qui est le téléservice douanier à disposition des opérateurs. Et donc, sur ProDouane, vous devez aussi être titulaire d'une relation OPPD, une relation qui vous permet en fait d'utiliser toutes les procédures douanières qui sont mises en ligne sur ProDouane. Donc, une fois que vous avez respecté ces 2 conditions, vous avez accès sur ProDouane au téléservice Soprano Rex, voilà, que vous pouvez apercevoir ici. Et une fois que vous êtes dans Soprano Rex, vous n'avez qu'à compléter un formulaire. Ce formulaire sera automatiquement transmis Désolée pour les coupures. Donc, ce formulaire sera automatiquement transmis au bureau de douane compétent et un numéro REX vous sera automatiquement délivré. Donc, ce formulaire, il va vous demander quelques informations sur la société, également sur les marchandises que vous comptez exporter sous régime préférentiel, étant précisé que cette demande, cette case relative aux marchandises est simplement indicative et donc vous pouvez tout à fait utiliser votre numéro REX pour des marchandises qui n'auraient pas été signalées dans le formulaire. Ça ne pose aucun souci. Ensuite, on vous demande dans quelle relation préférentielle vous allez utiliser votre numéro REX. Bon, eh bien, vous allez indiquer ici l'accord UE-Canada. Ensuite, ce qui est très important de savoir, c'est qu'on va vous demander de vous engager en fait sur votre maîtrise des règles d'origine préférentielle et sur votre accord pour laisser à la disposition de l'administration des douanes des justificatifs de l'origine préférentielle en cas de contrôle. Voilà, donc ce qu'il faut savoir sur REX, c'est que c'est très facile, c'est automatique, c'est pratique, ça vous permet d'être réactif, mais le pendant, c'est que vous êtes complètement responsabilisé par rapport à votre maîtrise des règles d'origine préférentielle. Donc, n'hésitez pas à demander un conseil auprès de l'administration des douanes pour être sûr de l'origine de votre marchandise. Si vous avez un doute, vous pouvez tout à fait demander la délivrance d'un renseignement contraignant sur l'origine, un RCO, auprès du bureau E1 de la Direction générale des douanes.
donc ça fonctionne chez moi. On est là, franchement. Voilà, et donc vous pouvez aussi consulter le site internet de la douane. Donc, on a créé une rubrique consacrée à l'accord commercial UE-Canada. Vous trouverez toutes les informations sur les différentes dispositions de l'accord et notamment sur le système REX. Et on a créé un question-réponse donc qui reprend toutes les questions les plus posées par les opérateurs. Et voilà, donc vous pouvez aussi vous rendre sur le site Europa de la Commission européenne. Vous y trouverez une rubrique consacrée au Canada et un document interprétatif des dispositions du protocole origine de l'accord. En vous remerciant, au revoir. Oui, donc bonjour à tous et bienvenue donc à ce webinaire. J'espère que tout le monde m'entend. Bonjour donc en live depuis Toronto, au Canada. Je vais rapidement vous présenter les atouts du marché canadien et les secteurs porteurs. Surtout dans la perspective de la mise en place en fait, du CETA, parce que, comme vous avez pu entendre, il y a différentes opportunités. Et là, j'aimerais bien partager avec vous quelques données économiques et puis sectorielles également concernant le marché canadien et ses opportunités. Donc le Canada, comme vous pouvez voir, c'est le deuxième pays au monde, un pays du G7, avec un taux de croissance de plus de 2% en 2017, une économie très stable, plus un pays qui se compose en fait de 10 provinces, plus 3 territoires. Vous avez le corridor économique, en fait, les deux plus grandes provinces au niveau du poids économique sont le Québec et l'Ontario, mais sans oublier bien sûr en fait, dans l'ouest l'Alberta pour tout ce qui est pétrole et la Colombie-Britannique dans l'extrême ouest qui est la porte d'entrée vers la côte pacifique et vers l'Asie. Le Canada est un pays, comme indique le slide, en fait, est un pays bilingue. On connaît tous, bien sûr, le Québec. Beaucoup d'entreprises françaises ont fait le choix de s'implanter au Québec. Mais avec le CETA, le marché s'ouvre également vers d'autres provinces canadiennes, comme l'Ontario, comme des provinces de l'Ouest, sachant que le Canada, en termes d'opportunités, c'est pas que le Québec, c'est aussi le Canada anglophone qui représente un potentiel énorme pour les sociétés françaises. Alors le Canada, en quelques mots, en fait, pour vous décrire un peu l'économie canadienne, le Canada c'est une économie d'innovation, c'est la zone Amérique du Nord, donc bien sûr avec le grand voisin du Sud qui est les États-Unis. Donc, le Canada, c'est le premier partenaire des États-Unis, mais le Canada, ça reste aussi une économie d'innovation, un marché qui est très ouvert et accessible par les PME. Au niveau du business, le pays a été classé numéro 2 dans la catégorie Starting a Business par la publication Doing Business mondiale, parce que non seulement c'est facile en fait de faire des affaires, mais les pratiques d'affaires sont les pratiques nord-américaines et le Canada, comme les États-Unis, fait partie en fait, des pays anglophones où il est très facile non seulement de travailler, mais aussi de faire des affaires en local. Ça, bien sûr, en fait, il y a des défis pour faire du business, mais ça reste néanmoins la manière, en fait, la facilité de faire du business, c'est facile de démarrer son entreprise, c'est facile de créer en fait son entreprise, de s'implanter, de créer une filiale. Donc, au niveau du business, le Canada présente beaucoup d'opportunités. Bien sûr, par sa taille, en fait, le Canada dispose aussi de ressources énergétiques et très diversifiées. On peut prendre en fait, il y a
il y a des ressources énergétiques. En fait, bien sûr, je parlais du pétrole, il y a bien sûr des ressources minières, tout ce qui est industrie du bois, de la forêt, plus de l'eau. Donc de tout ça, le Canada représente un potentiel très très important au niveau des ressources énergétiques. Le secteur bancaire est très solide. Là où je suis, dans la ville où je suis à Toronto, c'est la capitale économique du Canada, où se trouvent toutes les grandes banques. Et le Canada était parmi les pays du G7, en fait, c'était parmi les pays qui ont vécu en fait la crise, qui ont traversé la crise et qui sont restés, en fait, dans l'économie est restée solide grâce au secteur bancaire qui était très solide. Et bien sûr, en fait, le Canada n'a pas été touché, en fait, a été impacté, mais n'a pas été touché par la crise financière parce que le taux de croissance est resté quand même stable depuis la crise de 2008. En termes d'accès à l'économie mondiale, donc, vous savez que déjà, en fait, on parle du CETA aujourd'hui, de l'accord de libre-échange, mais le Canada dispose également de l'accord de l'ALENA avec les États-Unis, son voisin du Sud. Le Canada a également négocié d'autres accords avec des pays, quelques pays en Amérique latine, comme le Pérou, également en Asie, en fait, avec la Corée du Sud. Et il y a des discussions en cours actuellement en fait, avec la Chine et l'Inde. Donc, on veut dire que le Canada, en termes d'opportunités, c'est pas axé uniquement en fait, vers l'Amérique du Nord, mais cela s'étend également vers d'autres zones, à la fois par l'ouverture en fait, du marché, mais aussi en partie par sa population, parce que la population canadienne est très très diversifiée. À cause de l'immigration, vous avez sur le marché canadien, vous avez des gens qui sont originaires en fait, de tous les pays. Donc, ce qui explique un peu cette ouverture en fait, un peu vers le monde. Je vous ai parlé en fait, dans la slide précédente des deux provinces de l'Ontario et du Québec. Le grand corridor, si je peux vous parler de Québec et l'Ontario en quelques phrases, ce sont les deux provinces en fait, qui représentent le poids économique le plus fort en termes de potentiel sur le Canada. Il y a le corridor qui commence entre la ville de Québec et qui s'étend jusqu'à la ville de Waterloo qui se trouve à côté de Toronto. Donc sur ces 700 à 1000 km en fait, de distance, vous avez toutes les sociétés, les groupes, les PME, les startups qui sont implantés, à la fois sur les secteurs très très innovants, sur les segments qui sont les segments importants pour l'économie canadienne. Et comme vous allez voir, en fait, il y a plus de 550 filiales françaises qui ont fait le choix de s'implanter au Canada, dont quand même 70% au Québec, mais les autres qui se trouvent soit à Toronto et un petit peu dans l'ouest du Canada, vers Vancouver et l'Alberta. Pour vous parler de secteurs porteurs, les secteurs qui sont importants pour l'économie canadienne, et les secteurs surtout qui représentent un potentiel pour les entreprises françaises, en commençant par parler de technologie et santé, ça reste bien sûr un secteur important. Il y a beaucoup de recherche et développement, il y a des bons clusters qui existent à Montréal, à Toronto, dans ce domaine-là. Et la santé, en fait, ça reste quand même assez une question très provinciale parce que le Canada est sanitaire fédéral, donc entre toutes les provinces, c'est chaque province qui gère à la fois les dépenses de la santé, parce que le Canada, comme la France, nous sommes sur la sécurité sociale, donc la santé est gratuite pour tout le monde. Et donc, on voit quand même l'émergence des startups, des entreprises qui dépensent énormément de temps et d'énergie en fait, sur le développement de nouvelles applications, sur de nouveaux outils, et l'État aussi, et l'État fédéral et les provinces sont également très très impliqués dans la croissance de ce secteur-là. En aéronautique, bien sûr, tout le monde connaît Bombardier, Montréal, c'est le troisième pôle derrière Toulouse et Seattle. L'Ontario, ça reste aussi très important en matière de sous-traitance en fait, dans le monde de l'aéronautique. Et il y a des sociétés françaises aussi, quelques sociétés françaises en fait, en sous-traitance qui ont décidé de s'implanter. Mais le secteur aéronautique, ça représente quand même
un pourcentage très très important pour l'économie canadienne et en termes d'opportunités pour la société française. Les nouvelles technologies, en fait, les technologies du numérique plutôt, comme on appelle. Toronto, c'est le 3e centre tech en Amérique du Nord, derrière, je dirais, San Francisco et New York. Toronto, qui est la capitale bien sûr financière en fait, du Canada, il y a des opportunités en fait, dans tout ce qui est fintech, dans la sécurité informatique, parce que ce secteur est en pleine croissance. Comme la France, il y a des startups en fait, qui sont en démarrage, il y a des entreprises, il y a beaucoup de recherche et développement en fait, aussi dans le secteur en fait, de nouvelles technologies, sur le numérique. Donc, le secteur du numérique représente également un potentiel très important pour les entreprises qui souhaitent cibler le Canada comme un marché potentiel. En continuant donc sur les autres secteurs importants, donc il y a l'agroalimentaire, il y a les vins et spiritueux. Donc le vin et spiritueux, bien sûr, le Canada, c'est le 8e client mondial en fait, en volume pour les vins français, 5e marché pour les exportations agroalimentaire française et comme en fait, on parle du CETA, donc le potentiel sur ce segment spécifique est très très important. Je vois en fait il y a une question qui m'est posée en fait par rapport à la LCBO, aussi par rapport à la SAQ qui est au Québec. Donc la SAQ et la LCBO ont toujours en fait le même rôle. C'est toujours des monopoles parce que c'est par province, État fédéral. Donc chaque province détient un peu son monopole en fait qui gère un peu la distribution sur ces provinces. Donc le LCBO c'est pour l'Ontario, le SAQ c'est pour le Québec. Mais le potentiel sur ce segment-là est effectivement très très important. Dans l'industrie des services, ce qu'il faut comprendre par rapport au Canada, c'est que l'industrie des services représente quand même, comme vous pouvez constater, en fait 70% en fait, du PIB. On ne parle pas que du secteur bancaire, mais il y a aussi d'autres services, du côté de l'assurance, du côté du service aux entreprises, du côté de conseil. En fait, il y a d'autres segments qui sont très, très importants de l'économie canadienne. On a vu aussi dans les dernières années en fait, la croissance aussi de l'e-commerce, qui est un segment un peu en croissance. Donc l'industrie des services également est un secteur qui représente du potentiel, mais il faut bien cibler le segment qu'on est en train de viser. Voilà, ça c'est une recommandation pour les entreprises. Sur la partie luxe, mode, décoration et design, donc c'est un marché, comme je dis, c'est un marché potentiel en fait, qui représente un potentiel pour l'entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises dans le design, dans le luxe, dans la partie beauté en fait, qui sont implantées. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, le Canada, ça reste un marché ouvert, mais quand même pour les produits haut de gamme, haut de moyen gamme. Ce n'est pas un marché qui représenterait en fait, un potentiel important pour les produits qui sont vraiment moyen bas de gamme, parce que le Canada, ça reste quand même, en fait, vis-à-vis des goûts locaux, en fait, les pays préfèrent les produits français haut de gamme qui ont une une excellente réputation. Il y a des sociétés françaises qui sont implantées ici localement sur ce segment. Pour terminer, sur les 3 autres segments, l'industrie automobile, bien sûr, c'est l'industrie dans la province où je suis, d'Ontario, c'est Toronto, en fait GTA, c'est un peu le corridor l'axe de Toronto qui s'étend un petit peu vers Détroit, aux États-Unis, qui n'est pas très loin en fait, de Toronto. L'industrie, c'est la première secteur manufacture avec 1300 entreprises et qui bénéficie d'un soutien important. Comme dans tous les pays, aujourd'hui on parle aussi des véhicules connectés, véhicules autonomes, c'est un peu la tendance parce que le Canada c'est un pays qui est très green, qui soutient en fait le développement durable, tout ce qui est bien en fait pour l'environnement. Toujours autant dans la partie électricité que le secteur de l'environnement aussi, parce que dans tout ce qui est énergie propre, les énergies qui viennent des ressources propres. Il y a d'ailleurs, en fait, dans le secteur de l'environnement, il y a 2 grands événements au Canada qui sont Americana, Globe, Americana qui est à Montréal, Globe qui est à Vancouver, donc qui reçoivent beaucoup d'entreprises françaises qui participent donc à ces événements. Donc,
voilà, pour résumer, le Canada, beaucoup d'opportunités, et surtout maintenant avec l'arrivée de l'accord de libre-échange, moi je pense que cette tendance va s'accélérer. Donc, n'hésitez pas. Bonjour à tous. Merci Omar pour cette présentation. Pour ma part, je suis Inès Alonso de Business France, plus particulièrement du service réglementation internationale. Alors pour ma part, pour les minutes qui nous restent avant les questions, nous allons faire un focus sur l'accord CETA, mais plus particulièrement sur les dispositions prévues en termes de coopération en matière de réglementation, en termes de coopération réglementaire, pour ensuite aborder plus en détail les aspects réglementaires qui s'appliquent au jour d'aujourd'hui. Parce que ne l'oublions pas, même si un accord a été signé aujourd'hui, avec des avantages considérables comme nous l'avons vu en termes de démantèlement tarifaire et de coopération réglementaire, chaque partie, c'est-à-dire Union européenne et Canada, continue d'appliquer ses propres réglementations. Donc en tant qu'exportateur français, nous devons accomplir des formalités préalables à l'importation auprès des autorités compétentes que nous devrons identifier au préalable. Et bien entendu adapter son produit au marché canadien en termes de composition et d'étiquetage. Alors, il ne sera pas possible d'aborder tous les secteurs d'activité en détail. Je vais notamment parler des produits agroalimentaires, un peu les biens de consommation aussi industriels, mais je vous invite bien sûr à me contacter ultérieurement pour des questions bien précises en fonction de votre secteur d'activité. Alors, en termes de coopération réglementaire, dans le cadre, avant d'aborder plus en détail les aspects réglementaires qui s'appliquent au jour d'aujourd'hui, il est important de faire cette transition sur la coopération en matière de réglementation. Dans le cadre de l'accord CETA, plusieurs chapitres sont consacrés à cette coopération réglementaire, notamment le chapitre 21, où, alors, il faut savoir déjà que depuis 2004, le Canada et l'Union européenne coopèrent dans l'élaboration de la réglementation dans le but d'éliminer des obstacles inutiles au commerce et à l'investissement. Pour cela, un comité de coopération réglementaire avait été créé. Aujourd'hui, ce comité devient le Forum de coopération réglementaire dont le mandat, procédure et plan de travail seront rédigés prochainement. Alors attention, comme je disais, l'objectif est de réduire les différences entre les approches réglementaires du Canada et de l'Union européenne, mais il ne s'agit pas d'harmoniser, encore une fois. Le but est de réglementer efficacement de manière à faciliter le commerce. Un autre chapitre, c'est le chapitre 4, qui se consacre, lui, aux obstacles techniques au commerce et qui incorpore les principales dispositions de l'accord de l'OTC de l'OMC. Et au sein de ce chapitre, nous trouvons un annexe sur la coopération dans le domaine plus précisément de la réglementation des véhicules automobiles. Dans cette continuité, 2 protocoles de reconnaissance mutuelle sont prévus. C'est le protocole de reconnaissance mutuelle des résultats de l'évaluation de la conformité et le protocole sur la reconnaissance mutuelle du programme de conformité et d'application relatif aux bonnes pratiques de fabrication pour les produits pharmaceutiques. Alors, ces protocoles, ils réduisent les exigences réglementaires en faisant disparaître, ça c'est très important, en faisant disparaître le dédoublement des exigences relatives à la certification, ce qui va permettre, et ce qui permet déjà aux exportateurs d'être conformes de façon plus rapide et de manière plus rentable. Au jour d'aujourd'hui, ces protocoles, notamment pour le premier, va s'appliquer surtout aux biens industriels, aux télécommunications, et tout ce qui va être plutôt nouvelles technologies. Le but est bien entendu de l'élargir à d'autres secteurs, mais on n'y est pas encore. Ce sont des négociations qui vont se faire au fur et à mesure dans les années qui viennent. Enfin, vous parlez du chapitre 5 sur les mesures sanitaires et phytosanitaires. Alors, vous le savez, il y a une reconnaissance des équivalences sur les mesures SPS, qui date depuis l'accord vétérinaire de 1998. Cet accord, il est intégré à l'accord CETA. On s'appuie principalement sur les dispositions de l'accord vétérinaire de 1998 pour établir un cadre de coopération sur les mesures SPS, donc tout ce qui est aliments, santé animale et santé végétale. Alors, sur les aspects réglementaires qui s'appliquent au jour d'aujourd'hui sur le marché canadien,
Les questions à nous poser, c'est toujours repérer les autorités compétentes pour mes produits et quels textes ils s'appliquent, quelles formalités dois-je accomplir auprès de ces autorités, quels documents je dois accompagner la marchandise au moment du dédouanement pour éviter surtout tout blocage. S'informer des droits de douane et taxes qui s'appliquent. Alors vous l'avez compris, hein, l'accord prévoit le démantèlement tarifaire. La plupart des marchandises passent à 0%. S'assurer que nos produits ne font pas partie des exclusions dans le cadre de l'accord. Et enfin, comment je dois adapter mon produit en termes de composition et d'étiquetage. Ça, ce sont les bases de la réglementation qui sont en dehors de cet accord. C'est des réglementations qui, encore une fois, je le dis, continuent de s'appliquer. Plusieurs autorités compétentes, je ne rentrerai pas dans les détails, les douanes, le Bureau de la concurrence et Santé Canada qui vont concerner plutôt les biens de consommation, l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour ce qui concerne les produits alimentaires et d'autres autorités également pour les biens sur les télécommunications. Faisons un focus sur les produits alimentaires parce que ce que j'aimerais aujourd'hui vous dire, c'est que la particularité, c'est que il existe un grand nombre au jour d'aujourd'hui de lois et règlements s'appliquant, vous le voyez hein, sur ce tableau, ça vous donne déjà une idée, qui régissent le programme de sécurité alimentaire. Et vous allez entendre parler de plus en plus, c'est très important de l'aborder, c'est la loi sur la salubrité des aliments qui a déjà reçu sanction royale en 2012, mais cette loi, pour qu'elle puisse entrer en vigueur, elle a besoin d'un règlement d'application. Alors, ce sera le règlement sur la salubrité des aliments qui, aujourd'hui, est en projet. Les autorités canadiennes, elles ont lancé un projet de consultation en début d'année 2017. Donc, nous verrons la publication du texte final plutôt au printemps 2018. Et le but est de simplifier, c'est-à-dire 13 règlements que vous voyez ici cités seront regroupés en un seul et même règlement. Alors, à noter que ce règlement obligerait en principe les entreprises, je parle du secteur alimentaire, à mettre en place des mesures de contrôle préventive afin de déterminer et gérer les risques pour la sécurité des aliments avant leur commercialisation. Alors, nous sommes dans une logique similaire à celle des États-Unis avec la fameuse loi FSMA que vous devez sûrement connaître si vous exportez déjà vers les États-Unis et de ces règlements d'application. Donc, ce n'est pas pour tout de suite, mais dès cette année qui va démarrer, nous allons entendre parler de nouvelles mesures qui s'appliqueront, bien entendu, encore dans les années à venir. Vous pourrez, encore une fois, cette présentation, vous pouvez la télécharger, vous trouverez des liens très intéressants. Pour les produits alimentaires d'origine animale surtout, pour les produits carnés, sachez que encore une fois, même si un accord CETA a été signé, les obligations persistent en termes d'agrément, c'est-à-dire tout établissement, si vous commercialisez des produits transformés contenant de la viande, toute la chaîne doit être agréée pour pouvoir exporter vers le Canada. Vous savez, vous devez vous adresser aux autorités françaises, à la direction départementale de la protection des populations, donc aussi bien l'établissement d'abattage jusqu'à l'établissement de production doivent être agréés. Plus d'embargo, la particularité au marché canadien, plus d'embargo, puisque celui des viandes bovines avait été levé en 2015, donc toutes les viandes peuvent s'exporter vers le Canada. Un certificat sanitaire, bien sûr, à joindre à la marchandise, même particularité pour les produits laitiers. Petit focus sur les produits laitiers qui continuent de faire partie d'un système de quotas d'importation, comme Clarisse le disait aussi auparavant. Alors, l'accord CETA va permettre une augmentation progressive au fil des années des contingents tarifaires annuels. Donc, un marché qui va passer au jour d'aujourd'hui, il y a un contingent, il est de 2600 tonnes. D'ici 5 ans, il sera de 16 000. Donc, nos fromages français pourront être exportés davantage vers le Canada. Règles d'étiquetage, je voulais juste vous dire, pour les évolutions réglementaires à venir, une modification en termes d'étiquetage nutritionnel. Le règlement est déjà en vigueur, vous devez être conforme pour 2021. Nous avons encore quelques années pour nous mettre en conformité. Enfin, finir sur les produits de consommation et produits industriels.
la question principale à vous poser, est-ce que votre produit est soumis à une certification, comme c'est le cas des appareils, équipements électriques, jouets et articles de puériculture? Ils le seront encore. Vous l'avez compris, avec l'accord CETA, il y a une simplification en termes de reconnaissance des procédures de certification, mais ça ne veut pas dire qu'on doit continuer de certifier nos produits. Donc j'ai mis plusieurs liens pour consulter la liste des organismes de certification accrédités qui vous aideront à déterminer si votre produit est sujet à des exigences d'essai de certification au Canada. Je pense que je vais m'arrêter ici. De toute façon, j'étais sur la fin, mais les produits de consommation sont soumis à la loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et à la loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation. Vous trouverez davantage d'informations sur ma présentation. Et encore une fois, je suis vraiment à votre disposition pour vous répondre aussi bien maintenant. Nous allons essayer de répondre à un maximum de questions, mais de me contacter par la suite pour étudier en détail au cas par cas. Je vous remercie. Alors, nous allons essayer de répondre, nous allons lire les questions. Oui. Alors, rebonjour à tous. J'ai pu voir qu'il y a eu plusieurs questions sur les vins et spiritueux. Alors, peut-être un petit rappel sur ce que permet le CETA en la matière. Alors déjà, il y a une suppression des droits de douane qui était d'un niveau de 10% en moyenne côté canadien. Et donc, ça a été supprimé depuis le 21 septembre 2017. Par ailleurs, vous avez mentionné la SAQ, la LCBO, qui sont les monopoles au niveau des provinces du Québec et de l'Ontario. Ces monopoles existent toujours et maintiennent leurs compétences au niveau de ces provinces-là. Mais pour autant, nous sommes très vigilants sur les réglementations que ces provinces peuvent adopter en la matière. Et nous serons vigilants à ce que le CETA soit appliqué dans l'ensemble de ses dispositions, sachant que le CETA lui-même reprend l'accord 20 de 2003. Donc, l'avancée avec le CETA, c'est que cet accord rentre dans le dispositif institutionnel de règlement des différends de l'accord. Donc, ce qui nous donne un levier de plus en la matière. Ensuite, j'ai noté une question sur l'impact s'il y a un impact sur le CETA, du CETA sur la convention fiscale France-Canada. Les accords de libre-échange de l'Union européenne ne portent pas sur la fiscalité, donc les conventions fiscales qui sont négociées par les États restent en application et ne sont pas remises en cause par les accords de libre-échange. Alors, je vais voir s'il y a d'autres questions. Donc, je peux répondre à certaines questions que vous avez posées via le chat. Donc, quelqu'un demandait si pour la délivrance d'un numéro REX, il fallait détenir l'ensemble des justificatifs de l'origine préférentielle. Alors non, ces justificatifs doivent être détenus au moment où vous émettez votre preuve de l'origine. Au moment où vous émettez votre déclaration d'origine, vous devez être certain de l'origine que vous déclarez, l'origine UE à l'exportation vers le Canada, et à ce moment-là, détenir vos justificatifs, notamment déclaration du fournisseur si vous êtes acheteur-revendeur. Voilà pour la première question. Alors, la seconde question, en fait, elle est relative aux importateurs du l'UE qui vont acheter des produits auprès d'exportateurs canadiens. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la preuve de l'origine, la déclaration d'origine qui est prévue à l'accord, elle est commune aux opérateurs qui se situent dans l'Union européenne ou au Canada. En revanche, les Canadiens, pour pouvoir émettre une déclaration d'origine, ils n'ont pas disposé d'un numéro REX. REX n'existe pas au Canada. Au Canada, les opérateurs vont avoir un business number. C'est ce business number qui est délivré par l'Agence du revenu canadien, en fait, qui est un numéro d'identification fiscale qui va figurer sur la déclaration d'origine.
Voilà, je n'ai pas pu le dire tout à l'heure lors de ma présentation, alors je l'indique maintenant. En tout cas, il n'est pas possible d'utiliser un numéro d'exportateur agréé pour agir en tant qu'exportateur enregistré dans le cadre du CETA. Il faut donc bien s'enregistrer dans REX. Et le numéro REX est unique. Il y a un numéro REX par EORI. Donc, si vous avez déjà un numéro REX dans le cadre du SPG, c'est ce même numéro que vous allez utiliser pour émettre des déclarations d'origine dans le cadre du CETA. S'agissant des marchandises aussi que vous pouvez déclarer dans le formulaire d'enregistrement dans REX, il faut savoir que c'est une case indicative, donc vous pouvez vous contenter de mentionner uniquement les chapitres. Vous n'êtes pas obligé d'indiquer jusqu'au SH4, c'est une bonne chose de mettre le SH4, mais si vous indiquez le chapitre uniquement, ça ne pose aucun problème, ce ne sera pas un obstacle à l'octroi du numéro REX. Alors, j'ai pu voir pour ma part quelques questions concernant la réglementation, notamment s'il y avait des quotas d'importation pour produits chocolat. Produits chocolat, en principe, il n'y a pas de quota d'importation, ça concerne principalement produits laitiers. Tout ce qui est produits carnés à base de viande volaille font partie des produits sensibles également. Une autre question, c'était alors, j'ai lu au tout début de la webconférence si les dispositifs médicaux étaient encore soumis aux lourdeurs administratives. Alors, comme je le disais, oui, tout ce qui va concerner les enregistrements auprès des autorités, cela persiste. Après, comme je le disais, il va y avoir au fur et à mesure des protocoles de reconnaissance, mais pour le moment, c'est principalement pour les secteurs automobiles. Donc, il est intéressant de voir ce fameux annexe 4A pour voir ce qui est prévu. Nous pouvons regarder en détail au cas par cas. Je ne sais pas si d'autres questions ont été... Clarisse, tu as quelques questions à répondre que tu as pu voir? Je te laisse clarifier. Oui, alors juste peut-être un petit mot sur les chocolats, simplement pour vous dire que, comme l'a dit Inès, il n'y a pas de droits de douane, mais au contraire, il y a une suppression des droits de douane depuis le 21 septembre dernier. Ensuite, il y a une question sur les salariés détachés. Donc, il s'agit des dispositions du chapitre 10 du CETA relative à la libéralisation des mouvements de personnel. Donc, comme je l'ai dit, le CETA permet justement de faciliter les transferts de certains personnels clés au sein d'une même entreprise. Et donc, plus précisément, les cadres supérieurs et les experts doivent être autorisés à se déplacer donc, dans l'UE ou au Canada pour une durée de 3 ans. Et de même pour les investisseurs et les stagiaires pour une durée d'1 an. Donc voilà. Ce que j'avais noté. Il y avait aussi une question sur le made in pour les produits industriels, je crois. Et normalement, oui, je confirme que le made in est obligatoire. Elle est ici. On va réussir. Oui, là, j'ai une question pour être ici. Oui. Voilà, donc je lis une question. Hein. Je suis importateur, dois-je être exportateur enregistré pour bénéficier des préférences tarifaires avec le Canada? Non, donc si vous êtes importateur, c'est votre client exportateur au Canada qui, lui, devra émettre une déclaration d'origine pour que vous puissiez bénéficier d'une préférence tarifaire à destination. Alors, est-ce que vous m'entendez maintenant? Parce que j'ai l'impression... alors, je suis désolé, je crois que certains d'entre vous n'ont pas entendu en fait très clairement la fois dernière, donc je m'excuse en fait si vous voulez ajouter vos questions, je vous invite en fait à me les envoyer maintenant. Je vois une question pour moi, et ça concernant l'ALENA, en fait l'espace de l'ALENA, et
les produits entrés au Canada, seront-ils contrôlés pour passage aux États-Unis et comment? Et le CETA peut-être être utilisé comme entrée sur le marché commun. Alors, ce que je peux dire par rapport à ce point-là, donc l'ALENA et le CETA sont deux accords qui sont totalement différents, dont le contexte est différent et dont le périmètre est différent. Comme vous savez sans doute, avec les États-Unis, en fait, le chapitre de l'ALENA est à nouveau ouvert. C'est en train d'être renégocié, rediscuté. En fait, c'est toujours en vigueur. Mais le gouvernement des États-Unis souhaite modifier certaines clauses en fait, de cet accord et le Canada et le Mexique sont actuellement en discussion. Il est vrai qu'aujourd'hui, l'ALENA, dans le cadre de l'ALENA, donc il y a un flux en fait, de marchandises entre le Canada et les États-Unis. Il y a certainement un contrôle, oui, mais le fait d'être au Canada donne en fait, une exemption donne une certaine exemption en fait, aux entreprises canadiennes et les sociétés qui sont d'origine française, lorsqu'elles sont implantées en fait, au Canada, elles sont considérées en fait, comme des sociétés canadiennes. Donc, de ce fait, si les produits en fait, sont fabriqués ici, sont vendus ici, les produits peuvent partir aux États-Unis en fonction des règles qui sont en vigueur en fait, de l'ALENA. Moi, je dirais pour l'instant, il faut être juste prudent de la direction que ça va prendre, surtout au niveau des discussions qui sont actuellement en cours en fait, entre le Canada et les États-Unis. C'est vrai qu'une fois qu'une entreprise s'implante au Canada, c'est une entreprise canadienne, donc elle bénéficie, comme toutes les sociétés canadiennes, de tous les droits. Mais moi je garderai bien, en fait, les deux accords, je les garderai bien distincts avec les avantages Canada-États-Unis dans le cadre de l'ALENA à l'heure actuelle et l'avantage que l'accord du CETA peut représenter pour les sociétés de l'Union européenne et la France vers les États-Unis, vers le Canada. Voilà. Nous revoilà. Donc, je remercie chaleureusement nos 4 intervenants pour la qualité de leur présentation. J'espère qu'elles vous ont été utiles. N'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires, à aller sur les sites internet de la Direction générale du Trésor, de la douane, douane.gouv.fr et bien sûr de Business France, businessfrance.fr. Vous y trouverez toutes les informations qui seront utiles à vos activités. Il y a eu beaucoup de questions sur le replay et sur les diaporamas, donc vous recevrez par courriel le replay du webinaire et également l'ensemble des diaporamas qui ont été présentés par les intervenants. Ils seront également mis à disposition sur les réseaux sociaux. Écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin d'après-midi. Merci d'avoir été aussi nombreux à nous suivre et puis à bientôt pour le prochain webinaire. Merci beaucoup. Au revoir.